Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Art des Champs avec donc énormément de retard. Mes excuses. En fait, avec le projet sur le terrain plus ma vie en général en 2019, je me trouve juste trop occupé et cette réalité version 1.0 est toujours prioritaire. Donc je vais devoir retirer ma petite promesse de vous faire des vidéos mensuelles pour la réalité virtuelle. Alors, vous allez découvrir en détail pourquoi et comment au fur et à mesure que j'arrive à vous publier ce qui se passe ici, c'est le serpent qui se mord le queue. Pour l'instant, nous allons continuer la ligne de conduite avec le monologue sur nos besoins primaires afin de bien faire notre design. Et aussi, faut le dire avec tout ce qui se passe, j'ai pas fini de râler ni de dire des conneries non plus. Du coup, côté visuel, vous allez faire un tour de certaines de mes cultures pendant ce mois d'août avec une prise d'image juste pour le fun, en pleine cagnard, à 14h de l'après-midi et en plus en plein centre du deuxième canicule d'été, au milieu d'une sécheresse régionale pendant laquelle ma source et tous les autres sources dans la vallée se sont asséchées complètement depuis au moins une dizaine de jours. Et en fait, ça fait une semaine là que je n'arrose plus rien car il ne reste que 2 mètres cubes de flotte sur place pour vivre. Oui, la situation est triste, mais pas complètement catastrophique non plus. Côté positif, on va bien mettre à l'épreuve mes techniques vis-à-vis le sol vivant et sa supposée résilience aux sécheresses. Jamais de ma vie j'aurais abandonné mes cultures sous le soleil pendant 6 semaines sans flotte, juste pour le fun. Et suite à cette expérience de sécheresse, coupée du réseau dans ma simulateur apocalyptique personnel, je me sens bien que plus que légitimement placé pour vous raconter ce que je pense pour être nos objectifs par rapport à notre deuxième besoin primaire, qui est donc évidemment de l'eau. Dans ces prochains épisodes, ça va être un peu long, mais je vais vous amener avec moi et on va faire un grand tour de notre cycle d'eau. On va commencer dans le désert, puis nous allons regarder les pôles, les glaciers, etc. Mais aussi, je veux que nous regardions la polarisation du débat sur le climat et nous allons aussi remonter notre histoire culturelle pour bien comprendre comment l'eau nous a accompagnés non seulement dans la naissance de notre berceau biologique, mais aussi comment l'eau aurait fait germer la culture humaine. Je vais même suggérer une petite théorie sur comment l'eau aurait pu un jour, il y a très longtemps, devenir notre ennemi en commun afin de provoquer notre fuite en avant perpétuelle vers une amnésie collective qui durera peut-être 12 000 ans. Car dans les pays dits développés d'aujourd'hui, objectivement, notre rapport à l'eau est devenu presque aussi inconscient que notre rapport à l'air que nous respirons tous. Je pense que le futur que nous craignons depuis 20 ans est enfin devenu le présent. Et tout du long, pendant cette période, dans les stages de permaculture et de design en Europe, il y a toujours des grandes mesures de design à l'australien. Radicalement efficaces en eau, mais très très coûteux à l'installation. Ce sont le genre de mesures de design à prendre en compte pour le dérèglement éventuel du climat. On va juste laisser un peu de place pour faire passer les machines au cas où. Voilà. Aujourd'hui, ces mêmes mesures sont devenues presque le minimum nécessaire pour avoir un écosystème qui est résilient. Et donc, par définition et mesuré par ma propre baromètre, ça veut dire pour moi que le dérèglement du climat, comme le diable, est bien et bon parmi nous. Et sauf changement de cap miraculeuse, je pense que la flotte va devenir très vite notre problème principal. Donc, juste prenons un peu d'avance pendant que ce n'est qu'une question de fric à claquer pour devenir un peu responsable, au moins pour les eaux pluviaux qui tombent chez chacun de nous. Devenir responsable au moins pour les eaux pluviaux qui tombent chez chacun de nous. Merci. L'eau est une substance très très multifonction, assez mystérieuse et essentielle à la vie sur Terre. En fait, on peut le dire que sans eau, il n'y a pas de vie, très intéressant ici, et donc par définition, nos besoins en eau vont être aussi multiples et complexes que la vie que nous aimerons vivre. Mais il n'y a pas d'obligation. Si vous aimez que des maisons grises, épurées à répétition, raccordées en monotone avec des intérieurs que grises, kaki et rouges toutes lisses, sans motif, manquant de détails divins, va joindre les militaristes, putain, ou des matérialistes. À une quelques lettres près, c'est le même mot. Quel manque d'imagination pour le 21e siècle, j'y crois pas. Nous avons le pire des mélanges possibles avec tout le politique fort à droite et tout le décor fort à gauche. Avec une technologie par-dessous le tout qui nous dépasse complètement, c'est littéralement le basculement vers le côté austère et épuré de la force. De mon côté,
À titre personnel, c'est juste une idée, mais moi je veux vivre dans une culture vivante et libre, fondée sur et inspirée par des écosystèmes vivants et abondantes. Et je peux vous dire que pour faire cela, il nous faut de l'eau. Du coup, nous avons besoin de définir exactement quels sont nos besoins en eau, mais aussi, il va falloir les classer en ordre prioritaire. Alors, il y a une règle assez simple pour placer nos besoins hydrauliques dans le bon ordre. Il suffit juste d'être très attentif aux fréquences de nos besoins. Le plus fréquent que le besoin se manifeste, le plus que ce besoin nous est important, et donc le plus haut que ce besoin doit être placé dans notre hiérarchie de besoins avant de faire notre design correctement. Donc pour vous aider un peu, on va se mettre d'abord à la place d'un groupe de gens qui fuient littéralement vers l'avant, et donc on va commencer avec une petite histoire d'aventurier bien connu, tiré du sac à dos, mais légèrement tordu en psychodrame. Imaginez juste que vous vous promenez sur le paysage en petit comité, jour pour porter l'anneau unique jusqu'au volcan en Mordor. Étant sûr d'avoir du bon air à respirer à tout moment, la prochaine chose que vous allez avoir besoin de faire pour assurer votre survie, c'est de trouver un petit peu d'eau à boire de temps en temps. Car, biologiquement parlant, au bout de 4 heures sans eau à boire, nous commençons à avoir soif. Et le soif est un simple message issu de notre corps et envoyé vers notre conscience pour nous communiquer le fait que le cerveau de notre véhicule en viande va bientôt commencer à avoir du mal à fonctionner correctement. Et une fois que l'ensemble est bien déshydraté, nous commençons à délirer un petit peu plus que d'habitude et de s'inventer des tas d'histoires pas possibles, jour de vouloir quitter sa résidence rurale sur un coup de paranoïa total après avoir vu quelques chevaliers noirs qui traînaient au chaque coin de rue. Donc, pour pas devenir dingo saké et rester fonctionnel et rester à la maison, je place l'eau potable en deuxième place, tout juste après l'air. De l'air tous les 15 secondes, de l'eau tous les 4 heures. Mais, une fois que nous avons bu, nous avons aussi besoin d'eau pour plein d'autres choses essentielles. Donc, notre analyse ne s'arrête pas juste parce que nous ne sommes plus assoiffés. Et donc, restons encore avec nos 9 nomades en quête de volcan pour observer leurs besoins en eau et dans quel ordre ces besoins vont se manifester. Quand on est en voyage à pied, en terre inconnue, il suffit de trouver un point d'eau sur son chemin de temps en temps afin de faire le plein d'eau jusqu'aux limites de sa propre biologie personnelle. Mais ensuite, nous remplissons une gourde ou une bouteille et ainsi nous pouvons tenir de l'eau en réserve dans notre sacoche et ça s'appelle de l'eau portable. Une fois équipés de ce niveau de technologie, notre vie se change radicalement, car nous sommes prêts enfin pour aller camper la nuit loin de la fraîcheur des cours d'eau et d'éviter d'être enrhumés en permanence. Et si on a de la chance, on va même trouver du bois sec là-haut et faire un petit feu et cuisiner ces 2 jolis lapins attrapés tout à l'heure et généreusement offerts par la créature Gollum. Si nous sommes malins comme nomades, nous ne campons pas trop loin d'un point sur le paysage où l'eau est non seulement propre à boire, mais aussi facile à procurer sans se mouiller ni se gameler. I'm all wet, Mr. Frodo. Dripping. Car, pendant notre soirée, nous allons avoir besoin d'eau pour laver la nourriture avant de la préparer, et tous les jeunes hobbits bien élevés savent qu'il est bien prudent de se laver les mains avant d'entamer l'acte culinaire. Alors des fois aussi nous utilisons de l'eau pour la cuisson de notre nourriture, à condition bien entendu d'avoir traîné toutes ces casseroles jusqu'au fin de la quête. I love you, Mr. Frodo. I love you. Une fois repus, nous avons besoin d'eau pour bien laver nos ustensiles de cuisine et de repartir aussi propre que possible le lendemain, chose qui n'est pas tout à fait évidente quand nous dormons par terre toutes les nuits et que les feuilles mortes sont considérées comme étant du luxe, que nous cuisinons que ce feu de bois tous les soirs et qu'un bouillon de lapin sans même une patate est équivalent d'un festin. What's taters, precious? Taters. Au bout de 2 jours de ce jour de voyage, croyez-moi, on va commencer à avoir envie de trouver un bon point d'eau un peu plus conséquent qu'un rigole entre les roches, car on a grand besoin de se foutre à poil, ou Mr. Frodo, et de se laver de la tête jusque nos pieds poilus afin de continuer notre voyage au moins à moitié rafraîchi. À la fin de la semaine,
Quand nous l'avons pour la deuxième fois, on va même se dire qu'on va arrêter le voyage pour la journée entière, je pense. Ça suffit avec cette adrénaline quotidienne et les soucis de Gandalf et de Elrond et la classe élitiste intellectuelle de la Terre de Milieu en général. Fuck it, Mr. Frodo! Il va 19. Ils peuvent tous attendre. On se pose, on se lave et on lave aussi ses vêtements. Alors, une fois que tout est propre, et que toutes nos affaires sont accrochées dans les arbres pour les faire sécher, on se ferait un vrai bon repas digne de ce nom et un bon feu qui chauffe correctement et on glane plein de ressources naturelles autour de notre petit campement éphémère et on se permet des petits conforts d'un jour de repos, genre recoudre enfin ce trou dans ses chaussettes, réparer ses pochettes, couper ses ongles de pied, affûter son couteau correctement et entretenir d'autres matériels qui commencent à rendre l'âme. Et c'est ainsi que nous repartons le lendemain sur des bonnes bases, ayant marqué cet endroit hospitalier dans sa mémoire et avoir remédié surtout la compulsion de se tendre le bras autour de son sac à dos pour se gratter furieusement son propre anneau magique. Donc, en ordre prioritaire, nous avons besoin d'eau pour boire, pour nous laver nos mains, pour laver notre nourriture et pour la cuisson. Nous avons besoin aussi pour laver nos ustensiles de vie, pour nous laver et pour laver nos vêtements. Et donc ainsi nous formons les deux premiers étages de notre hiérarchie de besoins, avec boire tout seul en haut et cuisson et hygiène côte à côte dans le deuxième rangée. Donc un triangle de 3 véritables besoins en eau. À partir de là, tout le reste de nos besoins en eau vont être dérisoires, secondaires ou occasionnels tant que nous restons une espèce qui est nomade ou semi-nomade. Alors, par la suite, si nous sommes un petit peu sophistiqués, nous utilisons de l'eau pour plein d'autres activités artisanales, inclus feutrer la laine, tanner le cuir, tremper les brins d'osier, des ronces, du chanvre ou du lin, ou toute autre matière naturelle et fibreuse qui sont associées aux arts de la vannerie et à la production des textiles. Que ce soit pour confectionner un panier de pêcheur ou pour construire une yourte ou pour faire des tresses de noisetiers pour clôturer ses brebis juste avant de les tondre, sans eau à volonté, l'ensemble de toutes ces activités devient très très compliqué à réussir. Donc nous voyons que même sans sédentarisation à grande échelle, nous utilisons des volumes d'eau conséquents pour certaines activités artisanales, mais en tant que nomades, nous pratiquons ces activités que de temps en temps, et donc toutes ces activités vont former la troisième rangée de notre hiérarchie du besoin, étant considérées volumineux mais occasionnelles. Une culture semi-nomade et pastorale va être intimement liée aux saisons et à son territoire, et ils vont suivre ce que nous appelons des parcours de ressources saisonniers. Ce sont des itinéraires programmés profondément dans leur culture et qui passent par les endroits qui sont propices à leurs activités. Mais des activités sont aussi propices aux endroits sur l'itinéraire. C'est ce que nous appelons de la symbiose bidirectionnelle et nous pouvons au moins nous en inspirer un petit peu. Voici un exemple très clair. Quand il sera l'heure de tondre nos brebis au début d'été, nous allons le faire là où il y a de l'eau fraîche et facile à procurer, à côté d'un grand espace plat et enherbé avec de la place praticable et propre pour transformer la laine en feutre tout de suite. Avant de camper, la site en question doit être tondue, donc ça c'est de l'herbe gratos pour les brebis, puis il doit y avoir assez de bonnes pâtures autour pour nourrir facilement notre troupeau pendant que nous ne bougeons plus. Le plus facile que les tâches quotidiennes sont rendues par l'hospitalité du site en question, le plus que nous concentrons le main-d'œuvre du tribu sur les tâches artisanales annuelles à accomplir. Si nous sommes des bons bergers, ce site va être intentionnellement équipé d'arbres afin de fournir de l'ombre à nos brebis qui se retrouvent soudainement exposés à un accident de rayons UV car il leur manque leur laine. Et si nous sommes vraiment malins, il va y avoir aussi des arbres fruitiers et des plantes comestibles qui se récoltent en même temps que nous passons par là, et encore d'autres arbres dont le bois est très adapté à la confection des yourtes et aussi des clôtures. Cet événement annuel deviendra une fête dans notre culture, avec des histoires à raconter et des chansons à chanter, et des petits jouets pour les enfants fabriqués avec des chutes de feutre et des bouts de bois, et des comptines qui incarnent le savoir-faire technique dans la mémoire vivante afin de la transmettre d'une génération à une autre sans librairie ni cloud. Le peuple, le territoire
et des saisons et les ressources sont harmonieusement interposées dans une multicouche culturelle pour que le circuit court se manifeste à son plus extrême avec un maximum de grâce et de fluidité, sans perte et ni gaspillage.